Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. bienvenue donc sur ce webinaire. Alors, je vais juste vous donner peut-être des infos d'organisation avant de laisser la parole à Emmanuel qui va introduire ce webinaire. Donc, pour votre information, donc, ce webinaire sur l'hébergement de données de santé sera enregistré, le replay sera mis à disposition. Euh, et Donc voilà, si vous souhaitez prendre la parole, donc nous vous invitons à lever la main ou alors à écrire vos questions dans le chat. Voilà, donc je passe la main à Emmanuel. Oui, bonjour à tous. Donc, peut-être on va faire un tour déjà de table, entre guillemets. Je vais laisser Enfin, donc Emmanuel Clout, directeur de projet à la délégation numérique en santé. Et je travaille beaucoup avec Frédéric sur la certification HDS. Et ensuite, peut-être Dora et Madame No, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, Dora Talvar, je travaille également à la DNS et je suis en charge des affaires juridiques. Madame No, alors, je sais pas si vous pouvez accéder. Il faut peut-être qu'on vous ouvre votre micro parce que je crois que vous ne devez peut-être pas pouvoir. Il va y avoir un souci peut-être de lien. Voilà, normalement, là, je l'ai autorisé. Vous devez pouvoir présenter. Sinon, on va vous renvoyer un lien. Ah, c'est bon? Bonjour, oui, bonjour. Oui, effectivement, quelques petits aléas de connexion. Ça y est, voilà, je suis arrivée. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Dominique No, du service interministériel des Archives de France. Bien, merci. Donc oui, peut-être pour introduire en quelques mots là, ce webinaire et pourquoi en fait il y a ce webinaire et qu'on a décidé de faire là, avec l'Agence du numérique en santé et le ministère de la Culture. Donc en fait, on est, donc vous savez tous, hein, le référentiel V2 de certification HDS a été publié par arrêté après avis de la CNIL, après concertation le 26 avril 2024. Il y a une période de transition qui a été définie qui permet en fait aux hébergeurs de se certifier conforme à HDS, au référentiel HDS jusqu'au 26 avril 2026. On a, nous, de notre côté, depuis la publication du référentiel, principalement en termes de communication, mis à jour la fac. Vous, évidemment, côté hébergeur de données de santé, eh bien, vous avez enclenché les travaux de mise en conformité. Certains ont déjà terminé, puisqu'ils sont déjà en conformité avec le référentiel V2. Et pour d'autres, c'est en cours, quoi. Donc, ce qu'on s'est dit là, avec la l'ANS, c'est que, pardon, un peu plus de 16 mois après la publication du référentiel, et compte tenu de délai de cette période de transition, c'était un peu l'occasion là de faire un point d'étape, de partager les points de vigilance du référentiel V2, les nouvelles exigences, comment comment les industriels se sont mis en conformité, qu'est-ce qu'on peut partager à date, afin de sécuriser au mieux la mise en conformité d'ici le 26 avril 2026 pour ceux qui n'ont pas encore obtenu la certification de conformité. Ces points de vigilance, là, on les a remontés un peu grâce aux organismes certificateurs. Je ne sais pas s'ils sont là, mais en tous les cas, on les remercie. Grâce à certains représentants aussi des entreprises du numérique en santé. Donc ça, c'est un peu le premier objectif de ce webinaire. Et le second, qui est tout aussi important, c'est de faire un point sur le décret HDS qui est prévu par la loi SREN. Et donc là, ce sera surtout Dora et Madame No là, qui qui interviendront sur ce décret HDS. Et la présence du ministère de la Culture est là pour expliquer l'agrément des hébergeurs, l'agrément service d'archivage électronique. Et nous, on fera l'articulation entre cet agrément et la certification HDS, qui est un peu une nouveauté du décret HDS et qui est d'ailleurs la principale nouveauté qui a un impact pour certaines catégories d'hébergeurs. C'est très spécifique. Voilà. Donc voilà, sans plus attendre, là maintenant, je passe la parole
à Frédéric pour faire le point d'avancement sur la transition et le rétex. Merci Emmanuel. Donc, sur la transition, donc, Emmanuel a présenté déjà les grands jalons qui ont suivi la publication donc, de l'arrêté le 26 avril 2024, avec donc, le jalon qui est à venir et qui est le plus important maintenant, qui est la fin de la transition pour les hébergeurs qui disposaient d'un certificat conforme au référentiel V1.1, qui doivent avoir finalisé donc, leur transition vers l'obtention d'un certificat conforme au référentiel V2 donc pour 2 mois après la publication du référentiel, donc le 26 avril 2026. Donc, il reste 6 mois et avec ce délai, donc avec le concours des organismes certificateurs, donc nous avons fait des statistiques sur donc les certificats qui ont été émis. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, donc on a à peu près un peu plus de presque 2 tiers des certificats donc, qui sont soit déjà passés en version V2.0, soit qui sont planifiés déjà pour donc, ce passage avant la date butoir, et 42% par contre des certificats pour lesquels donc aucun audit n'a encore été planifié. Avec des proportions qui sont très différentes en fonction des types de populations, puisque si on fait un focus sur les établissements de santé qui sont certifiés, là, les chiffres s'inversent, puisqu'on a presque 70% des établissements certifiés qui ont déjà fait la transition vers le référentiel V2, et il ne reste plus que 31% qui n'ont pas encore fait. Donc là, le message important ici, c'est que voilà, il reste 7 mois pour finaliser la transition, et au regard donc des difficultés des délais, des difficultés qui ont des délais et qui ont été remontées par les organismes certificateurs pour les premiers donc certificats qui ont été délivrés, euh, le message, c'est vraiment anticiper au plus tôt cette transition, puisque notamment ce qui nous a été remonté, c'était que comme les exigences relatives donc, au contrat qui étaient uniquement portées par le Code de la santé publique, donc qui était déjà applicable, font maintenant l'objet d'une vérification avant la délivrance du certificat. Donc il y a des délais effectivement potentiellement pour mettre à jour les contrats et mettre en conformité les contrats. Des délais aussi qui sont nécessaires pour identifier correctement la liste des sous-traitants des hébergeurs, et des délais également pour identifier en fait si ces sous-traitants sont soumis ou pas à des lois extra-communautaires, tel qu'il est demandé maintenant dans le nouveau référentiel. Donc tout ça voilà, est à prendre en compte quand vous allez planifier vos audits avec les organismes certificateurs, avec un petit point d'attention plus opérationnel que voilà qu'il faut prendre en compte, qui est que quand vous planifiez votre audit, demandez également à votre organisme certificateur donc le délai qu'il faut prévoir pour la prise de décision de certification par l'organisme certificateur. Puisque ce que j'ai constaté, c'est que parfois, certains hébergeurs perdaient leur certification pour quelques semaines, puisque le délai entre la fin de l'audit de l'organisme certificateur et la prise de décision et l'émission du certificat, donc ce délai en fait faisait dépasser la date de validité du certificat actuel. Donc voilà, vous voyez avec votre organisme de certification donc, comment anticiper également ce délai. Alors, avec les premiers certificats qui sont déjà passés en version 2, voilà, un point important qu'on souhaitait vous donner en fait aujourd'hui, donc c'était un certain nombre de points d'attention qui nous ont été remontés, soit constatés par l'ANS. Donc il y en a 3. Donc ça va être assez rapide. Le premier donc, concerne le périmètre de certification et l'activité 5, donc dont la définition est rappelée ici. Donc l'activité 5 qui comprend l'intégralité des activités annexes, donc, qui sont la définition du processus d'attribution et de revue annuelle des droits d'accès, la sécurisation et la procédure d'accès, la collecte et la conservation des traces des accès effectués et de leurs motifs. Ah, pardon. Oui, il faut que tu fasses avancer les slides. Je n'ai pas fait avancer les... Oui. La validation préalable des interventions, et puis le point voilà, donc ça ce sont les activités annexes qui définissent l'activité 5.
Ce qui a été constaté, c'est que certains hébergeurs ont pu être certifiés activité 5, alors qu'ils publient par ailleurs sur leur site internet donc des modèles de responsabilité partagée qui indiquent clairement que la gestion des comptes utilisateurs relevait exclusivement, là c'est le terme important, qui relève exclusivement de leurs clients. Donc on rappelle hein, que pour être certifié activité 5, donc un hébergeur doit mettre en œuvre au moins une des activités annexes. Et si la gestion des utilisateurs relève exclusivement des clients, voilà, on peut s'interroger sur la pertinence de la certification sur l'activité 5. Un deuxième point qui nous a été remonté, et qu'on a constaté, hein, qui nous a beaucoup, enfin en tout cas personnellement, qui m'a beaucoup surpris, et le fait, un rappel qui est que on a constaté que certains certifiés en version 2.0 donc étaient certifiés donc pour des activités qui impliquaient un stockage de données donc hors de l'espace économique européen. Donc, pour rappel, hein, l'exigence 28 impose que le stockage des données donc, soit exclusivement réalisé au sein de l'espace économique européen. Donc, je vous ai recopié ici hein, une petite carte qui reprend la liste des pays de l'espace économique européen, hein, les 27 États membres de l'Union européenne, plus les 3 autres États que sont l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. Or, on a constaté que certains hébergeurs étaient certifiés pour des activités 1, 2 et 6 qui impliquent un stockage de données de santé, donc dans des data centers qui sont localisés au final dans tous les continents autres que l'Europe, Afrique, Amérique, Asie, voire même Océanie. Donc je ne citerai pas les pays puisque ça permettrait d'identifier trop facilement les hébergeurs concernés, mais voilà, on a constaté effectivement des certificats émis pour l'activité 1 en particulier sur chacun de ces continents. Oui, sur ce point-là, particulièrement, en fait, comme c'est une des principales évolutions enfin, du référentiel de certification HDS, c'est vrai qu'on est, et les organismes certificateurs aussi, assez vigilants sur la bonne application de l'exigence 28 et de ne pas prendre en compte les data centers qui sont localisés hors espace économique européen, quoi. Voilà. De manière plus anecdotique, voilà, on a vu passer un certificat en Suisse, enfin pour un data center en Suisse. Donc voilà, pour rappel, voilà, les membres de l'espace économique européen sont ceux cités ici, et donc en particulier la Suisse et le Royaume-Uni n'en font pas partie. Et enfin, le dernier point d'attention donc voilà, que je voulais vous partager était une nouvelle exigence hein, qui est apparue avec le référentiel, qui fait partie des exigences de souveraineté, qui est l'exigence 31, qui impose d'améliorer la transparence vis-à-vis des clients des hébergeurs. Et dans cette amélioration de la transparence, ce qui est demandé, c'est de publier une URL qui mentionne, enfin, qui indique hein, clairement aux clients des hébergeurs donc, s'il y a un risque, enfin, s'il y a un transfert ou un risque de transfert des données de santé en raison d'une législation d'un pays tiers à l'Union européenne. Donc, dans tous les cas, une URL doit être publiée. Donc, j'ai formulé ici de manière un peu différente de ce qui est dans le référentiel HDS, donc un format un peu plus technicien, de développeurs, hein, quasiment, pour ceux qui sont plus technophiles parmi vous, donc qui est le suivant. Donc, si un hébergeur donc, est qualifié SecNumCloud, donc l'hébergeur doit publier sur une URL hein, qui doit mettre en place l'information qu'il n'y a aucun risque d'accès imposé par une législation d'un pays tiers à l'Union européenne. Sinon, donc on a deux cas. Donc, si l'activité d'hébergement comporte un ou plusieurs transferts de données ou un risque de transfert ou un risque d'accès non autorisé, pardon. Donc, l'URL référence une page qui contient le tableau des garanties tel qu'il est spécifié dans le chapitre 8 du nouveau référentiel. Et sinon, s'il n'y a aucun transfert ni risque d'accès non autorisé, l'URL contient la mention qui est la même que la première, donc aucun risque d'accès imposé par la législation d'un pays tiers en violation du droit de l'Union.
Donc, ce qui a été constaté, et c'est une grande majorité en fait des certificats V2 qui sont concernés, c'est que l'URL qui doit contenir soit le tableau, soit l'information qu'il n'y a aucun risque, n'est pas toujours communiquée à l'ANS. Ce qui doit être fait, c'est effectivement communiquer cette URL à votre organisme certificateur pour que lui-même transmette cette URL à l'ANS qui la publie sur son site. Ça, c'est une obligation qui est dans les textes. C'est une obligation qui pèse sur l'hébergeur, donc dans le référentiel de certification, donc la transmission de l'URL à son organisme certificateur. Et l'organisme certificateur lui-même doit se conformer à ce qu'on appelle un référentiel d'accréditation. Et dans ce référentiel d'accréditation, il est également précisé que l'organisme certificateur doit communiquer cette URL à l'ANS. Voilà, donc malgré cela, on a constaté que l'URL était souvent absente et de manière plus marginale, mais qui a tendance à se développer avec le temps, c'est qu'on voit que l'URL qui avait, pour ceux qui ont transmis l'URL, donc l'URL initialement transmise, pouvait devenir obsolète. Et et certaines conduisent maintenant soit à des messages d'erreur pris en compte par le content management, soit des erreurs 404. Voilà. Donc, voilà, je vous invite à communiquer donc aussi les mises à jour à votre organisme certificateur. Alors, Voilà, là peut-être un peu de la même manière, quoi. Enfin, quand on a produit, rédigé ces exigences dites de souveraineté, quoi, on avait d'autres options, hein. Il y avait l'option d'imposer Sapnim Cloud. Bon, c'est vrai que ça, c'était totalement illusoire puisque la barre était très haute et on ne pouvait pas imposer Sapnim Cloud. Et on ne pouvait pas non plus interdire l'accès ou le transfert vers des pays tiers en dehors de l'espace économique européen. Donc, on est dans une régulation qui s'appuie sur un principe de transparence. Et tout ce principe, toute cette exigence de transparence-là, elle repose sur cette URL, quoi. Donc, c'est vraiment important qu'elle soit fiable et qu'elle soit toujours communiquée pour qu'après l'ANS puisse la positionner sur son site, quoi. On n'a pas fait encore de stats pour savoir combien de fois l'URL est cliqué depuis le site de l'ANS, mais probablement qu'on fera ça à un moment donné. Là, c'est peut-être un peu tôt, mais voilà, en tous les cas, sachez là aussi que ce point-là, il est sensible, quoi, voilà. après, peut-être pour vous rassurer, donc, alors on a constaté ces dysfonctionnements qui ont tendance à se multiplier depuis leur détection. Voilà, je n'ai pas comptabilisé le nombre maximum que cela a atteint, mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il reste environ un peu plus de 50 certificats qui posent une ou l'autre des difficultés que je vous ai signalées. Et qui sont en cours de résolution en fait, par les organismes certificateurs. Donc voilà, pour information, donc les organismes certificateurs, et je les remercie, donc, ont déjà corrigé beaucoup de dysfonctionnements cet été et continuent à le faire avec vous. Donc voilà, ils ont été informés, ils sont en train d'apporter les traitements nécessaires et le COFRAC a également été informé de ces difficultés. Donc il suit également la résolution de ces problèmes. Donc, ce qu'on vous propose peut-être, c'est de passer donc à une partie qui est consacrée à des questions-réponses Et on liées à s'est la donné à peu transition. près 10 minutes, je crois, c'est ça, de Oui, c'est ça, questions-réponses. de 10 minutes pour, voilà, si vous avez des questions sur la transition justement vers du certificat V1 vers le certificat V2, on vous invite à les poser dans le chat. Monsieur Landau. Euh, Ce qu'on s'est dit, c'est poser les questions dans le chat, c'est ça? Ou Ou si non, vous bah, passez- on va peut-être ou donner essayer de la main débloquer du coup, passer la parole, quoi. parce que je suis en fait, ouais. On va passer la parole, mais je ne vois pas forcément tous les écrans de. Voilà, autorise.
Donc, je viens de donner la parole à Monsieur David Blondeau. Oui, bonjour, merci. Excusez-moi, mais on n'a pas accès au chat, en fait. C'est marqué, la conversation n'est pas Ah. disponible. Donc, je ne sais pas s'il y a une propriété qui l'empêche. Néanmoins, ma question, c'était pour une structure, une entité qui utilisait un hébergeur de données de santé qui était qualifié, qui était certifié en version 1.1 et cet hébergeur passe en version 2.0. Est-ce que vous avez une grille de recommandation des choses qui seraient à vérifier parce que les points de 1 à 6 ne sont pas forcément couverts de la même manière que sur le précédent référentiel et du coup, notamment sur la gestion des utilisateurs, sur ce que vous avez mentionné sur l'activité 5 ou choses comme ça, d'accompagner un peu cette activité-là, comment on peut s'assurer d'un point de vue juridique qu'on est bien couvert sur cette transition avec nos hébergeurs. Alors, pour les clients finaux, pour les activités hors activité 5, donc il n'y a pas eu de modification, donc il n'y a pas de point d'attention particulier. S'agissant de l'activité 5, il s'agit en fait d'une restriction par rapport à ce qui était demandé dans le référentiel V1.1. Donc, normalement, voilà, lors de cette transition, vous n'avez pas de point d'attention particulier. À moins que vous ayez un point vraiment spécifique sur lequel vous vous posez des questions. Mais dans ce cas, ce que je vous propose, c'est voilà, pour des questions vraiment spécifiques, voilà, vous pouvez soit les poser là et on pourra y réfléchir, mais voilà, on ne pourra peut-être pas vous donner la réponse en séance. Julien. Il y a William Roland qui voulait poser une question. Alors, il faut autoriser le micro. J'essaie de le faire. Oui, j'ai ouvert le chat questions-réponses, mais Merci. ouais, je ne sais pas si vous avez accès au chat questions-réponses qui est ouvert. Apparemment, toujours pas. Ah. Aux questions-réponses, peut-être, oui. Ouais. Non, moi, je ne les vois pas disponibles. Ouais. Oui, bonjour à toutes et tous, William Roland en charge du numérique au SNITEM. Juste une réaction. J'ai peur de ne pas bien comprendre, Frédéric. Lorsque dans les premières slides, là, tu parlais d'au moins un certificat qui hébergeait pas sur l'espace européen et que vous avez vu passer ça, ma question, c'est mais n'est-ce pas du rôle de l'organisme notifié de bloquer un certificat? Comment c'est l'ON, quand il vient certifier, il voit bien que ça répond pas à cette exigence du référentiel qui dit que le serveur doit être localisé sur un espace européen. Il laisse passer le certificat? Alors, on en a constaté quelques-uns. Ce n'est pas. C'est étonnant Ces quand cas même de la part de sont l'ON. rares. Non, les cas sont très rares. D'accord. Et c'est pour ça que, donc, dans la résolution de ce dysfonctionnement, donc, on a inclus également le COFRAC, qui est chargé d'évaluer la L'ON. conformité des organismes Ouais, certificateurs voilà. au regard du référentiel d'accréditation. Parce que là, en l'occurrence, alors c'est un manquement de celui qui soumet le dossier n'ayant pas lu cette exigence, hein, et c'est aussi un manquement de l'organisme notifié qui laisse passer un certif alors qu'il ne répond pas à une exigence. Je suis surpris de ça. Ben là, on a fait les deux actions, quoi. Une vis-à-vis des OC via le COFRAC, enfin du ou des OC, j'ai pas le détail. Et puis la seconde vis-à-vis des acteurs, ben c'est un peu le webinaire d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Ok, bon, mais non, j'étais juste un peu surpris là-dessus. Oui, oui. Alors peut-être après, Monsieur Pasquier. Ah non, c'est Monsieur Pasquier. Oui, il faut que je vous donne c'est pas facile d'autoriser les. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ah, c'est bon. Allez-y. Oui, bonjour à tous. On est en train de faire la transition HDSV2 là, dans un établissement de santé et on se pose des questions. On ne trouve pas clair du tout l'activité 5. Par exemple, la définition du processus d'attribution. Est-ce qu'on parle juste de la définition d'un processus ou est-ce qu'on parle de l'application de ce processus C'est bien la concrètement? définition du processus. D'accord. Et on parle bien, là on est au niveau applicatif, on n'est pas du tout au niveau Ouais. Oui, oui. de la couche infra, hein, c'est ça?
Non, puisque pour chaque couche infra, c'est une partie qui fait partie des couches infra, justement, 3 ou 4, en fonction de la couche infra qui est concernée. Ça, on pourra peut-être refaire une fac Et si ça, elle c'est n'existe pas déjà. Oui, hein, on se pose pas mal de questions. Il y a ces sujets d'interprétation quand même, ce texte sur ces différents points. Parce qu'on fait on fait pas d'infogérance applicative pour certains de nos clients, mais on a l'impression quand même que comme on a défini le process d'attribution, et ben on est quand même concerné. Donc on est un peu embêté en fait, même si voilà, même si c'est pas nous qui avons la responsabilité de la revue des droits applicatifs, eh ben, c'est nous qui avons défini le processus d'attribution. Voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on est quand même dans l'activité 5 ou on peut rester même si... Si vous avez défini, oui, vous êtes concerné. Ouais. Okay. Parce que donc, après, vraiment, la l'activité 5 a été réduite à ces 4 activités annexes, et celui qui est responsable d'une de ces 4 activités annexes doit être certifié activité 5. Et la sécurisation de la procédure d'accès, on parle de la procédure, du document de procédure, ou on parle vraiment de la procédure elle-même, enfin de la mise en œuvre de la procédure? Les termes, c'est la mise en œuvre aussi. C'est la sécurisation de la procédure d'accès. C'est la sécurisation, donc c'est la mise en œuvre. Ouais, ça aurait été plus heureux de mettre peut-être la mise en œuvre plutôt que pour l'interprétation du texte. OK. Bon, je note, ça nous fait 2 facs. Je crois qu'il y a monsieur Pedro Lucas. Non, Pedro Lucas, oui, c'est ça. Ouais, si je peux. Normalement, c'est bon là. Votre micro est coupé. Oui. Non, normalement, on a autorisé le micro. Enfin, en tout cas, je n'ai plus. On a même autorisé la caméra, mais sans faire exprès. Ouais. Monsieur Lucas, vous voulez prendre la parole ou là, il faut désactiver, enfin, il faut que vous activiez votre micro de votre côté. Normalement, vous pouvez le faire. Non, je ne sais pas. Revenir vers poser la question par chat si vous pouvez dans le Q&A. Ah. Ouais. Je vais redésactiver le micro et réactiver. En attendant, peut-être Monsieur Thibaut Deslandes. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait, merci. J'avais une question, on a parlé de l'activité 5 et vous avez mentionné qu'on peut être, j'ai compris, on peut être certifié si on réalise l'une des activités qui sont décrites, donc la définition d'un process d'attribution, la sécurisation d'un procédure d'accès, etc. Une des 4. Par contre, dans la formulation, on avait retenu que c'était l'intégralité, parce que c'est bien marqué, elle comprend l'intégralité des activités annexes suivantes. Pour moi, c'était tout ou rien. C'est-à-dire que pour faire l'activité 5, il faut faire toutes ces activités-là. Sinon, on la fait que partiellement et du coup, on la fait pas. Enfin, on ne remplit pas les conditions pour être certifié sur l'activité 5. Alors, en fait, il y a une distinction entre la définition de l'activité 5, donc qui comprend ces 4 activités et aucune autre, Oui. et le fait de devoir être certifié. Alors, si on réalise tout ou partie des activités, alors ça, c'est plutôt le texte qui précise cela, où la certification donc, doit être obtenue par l'acteur qui réalise tout ou partie d'une des activités 1 à 6 qui sont définies dans le R1111-11. Mais on a bien une distinction entre la définition de l'activité 5, donc qui se veut justement porter sur ces quatre activités annexes, Oui. de la nécessité d'être certifié si on réalise tout ou partie d'eux
des activités qui sont soumises à la certification. Alors, la distinction en activité 5 avec les activités 1 à 4 plus 6, ça, elle est plutôt claire. Ça, j'ai bien retenu. Enfin, j'ai bien compris comment ça fonctionnait, la séparation entre être certifié sur les activités 1 à 4, par exemple. Et si on est certifié sur 1 à 4, on ne va pas être en plus sur 5. Enfin, pas nécessairement. Moi, la question, c'est spécifiquement si on veut être certifié sur la 5, il y a 4 activités annexes qui sont définies. Tel que c'est formulé, c'est l'intégralité des activités annexes. Ça laisse interpréter qu'on pense qu'il faut réaliser les 4 pour être certifié sur l'activité 5. Je parle des 4 activités annexes. Ça veut dire qu'il faut qu'on précise ça peut-être dans une FAQ ou ouais, que la rédaction porte à confusion. D'accord, donc vous, c'est ce que vous maintenez ce que vous avez présenté dans les slides, à savoir, c'est une des activités annexes. Voilà, répond, OK. Si, au moins Très bien. si vous réalisez au moins une des activités annexes de l'activité 5, vous devez être certifié activité 5. Ouais. C'est ça la règle. Très bien. Merci. Je vous en prie. Et il y avait monsieur Lucas. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne maintenant. Non. Bon, là, vous êtes comme les... Normalement, ça devrait marcher, quoi, mais... Bon, si toutefois ça débloque, on prendra votre question avant la fin, c'est promis. Je crois que là, on est un peu au... Si on veut pas... si vous posez... enfin, vous pouvez évidemment poser vos questions par ailleurs, indépendamment là, du webinaire, quoi. Là, il faut qu'on poursuive. On va passer à la présentation du décret HDS, là, tel que prévu par la loi SREN. Et on va passer la parole à Dora, et puis ensuite à Dominique No, qui maintenant est présentatrice et qui pourra aussi, du coup, parler et être vue par tous. Voilà. Je t'en prie, Dora. Oui, merci. J'attends juste du coup. Ah oui, je peux Oui. faire défiler les slides moi-même? Non. Oui. Non, Non, je peux pas. Pardon. Donc, si. Voilà. Ok. Merci. Donc, je vais vous dire quelques mots du décret HDS. En effet, ce dernier doit être modifié conformément à l'article 32 de la loi SREN, donc la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique de mai 2024, qui impose de préciser par décret certaines dispositions du Code de la santé publique relatives à l'hébergement des données de santé. Donc, il s'agit de préciser par décret l'obligation de stocker les données dans l'UE et également les nouvelles stipulations contractuelles entre l'hébergeur et son client concernant les risques de transfert de données ou d'accès non autorisé aux données. Donc, comme je vous le disais, cet article 32 de la loi SREN nous oblige à modifier le décret relatif à l'hébergement des données de santé. Néanmoins, il est important de noter que ces précisions donc, sur l'obligation de stocker les données dans l'UE et les nouvelles stipulations devant figurer dans le contrat entre hébergeur et son client concernant les transferts de données et leur accès hors UE sont en réalité des exigences qui figurent déjà dans le référentiel HDS V2. Donc, ce qu'on a fait en pratique pour rédiger le projet de décret, c'est qu'on a remonté au niveau réglementaire en R des exigences qui sont aujourd'hui dans le référentiel HDS V2. Donc, il n'y aura pas de nouvelles exigences dans le décret sur ces deux points qui iraient au-delà de ce qui est prévu dans le référentiel HDS V2. Enfin, les obligations sont vraiment essentiellement les mêmes. Là, vous avez un petit tableau comparatif. Donc, sur le volet stockage des données dans l'UE, eh bien, le décret prévoira l'obligation de stocker les données dans l'UE, ce qui correspond à ce qui est prévu dans l'exigence 28 du référentiel HDS. Également, le fait qu'en cas d'accès à distance, puisque les accès à distance hors UE restent possibles, eh bien, cet accès doit être fondé sur une décision
d'adéquation ou une garantie appropriée prévue à l'article 46 du RGPD. Là encore, c'est ce qui est prévu à l'exigence 29 du référentiel HDS. Et sur la partie stipulation contractuelle et transparence, donc il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être indiqués dans le contrat et le décret vient le préciser. Donc indiquer la liste des réglementations extra-européennes en vertu desquelles l'hébergeur ou l'un de ses sous-traitants serait tenu de permettre un transfert de données ou un accès non autorisé au sens de l'article 48 du RGPD, les mesures mises en œuvre par l'hébergeur pour atténuer ces risques et la description des risques résiduels qui demeureraient malgré ces mesures. Donc là, on retombe sur l'exigence 30 du référentiel HDS. Et enfin, figure également au niveau décret l'obligation pour l'hébergeur de rendre public et de mettre à jour la cartographie des transferts de données vers un territoire hors UE et la description des risques associés à un accès non autorisé aux données. Et là, ça recoupe l'exigence 31 du référentiel HDS. Du coup, Frédéric, je te laisse. Ouais. Alors maintenant, sur le calendrier et les prochaines étapes, donc on a préparé le projet de décret qui a été transmis à l'ensemble des ordres professionnels, donc comme exigé par la loi. On leur a transmis ce projet en mai 2025 et on a reçu des avis favorables des ordres professionnels. Et on a pu ensuite saisir la CNIL de ce projet de décret fin août 2025. Donc là, on attend la délibération de la CNIL qui devrait intervenir très rapidement concernant ce projet, ce qui nous permettra d'avancer en saisissant cette fois le Conseil d'État, ce qu'on anticipe pour le mois de novembre 2025, et la notification du texte à la Commission européenne, ce qui entraînera pour le coup un statu quo de 3 mois, donc une période durant laquelle la Commission européenne peut nous poser des questions sur le projet, période pendant laquelle on ne peut pas publier le texte. Donc la publication interviendra une fois cette période de statu quo de 3 mois terminée et on anticipe donc une publication du nouveau décret HDS modifié conformément aux exigences de SREN au premier trimestre 2026. Je vais poursuivre, oui, merci. Donc, dans la loi SREN, il y avait il y a une modification en fait des dispositions du Code de la santé publique sur HDS. C'est qui porte sur l'activité de service d'archivage électronique avec l'obligation de certification HDS pour un hébergeur qui conserve des données dans le cadre d'un service d'archivage électronique. Et bien sûr, les conditions d'application de la certification HDS perdurent. En fait, ça ne porte évidemment que s'il s'agit de données santé à caractère personnel qui ont été recueillies à l'occasion d'activités de prévention, diagnostic de soins ou de suivi social et médico-social, et si l'hébergement est réalisé pour le compte d'un tiers. Voilà. Donc, pour essayer de clarifier un peu tout ça, là, il va y avoir je vais passer la parole à Madame No, là, du ministère de la Culture, pour présenter la procédure d'agrément pour la conservation d'archives publiques courantes et intermédiaires. Et après, je reprendrai la parole pour présenter les impacts sur le référentiel de certification HDS. Et c'est un peu l'idée, c'est de montrer comment s'articulent en fait les deux réglementations là. Et je passe tout de suite la parole à Madame No. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de présenter ce dispositif. Effectivement, il y a une articulation à avoir entre le dispositif dit d'agrément pour la conservation d'archives publiques courantes et intermédiaires et puis le dispositif santé. Donc, en fait, il existe un dispositif pour autoriser l'externalisation de la conservation depuis 2009. Donc ça, c'est depuis cette époque-là qu'il y a une réglementation qui est dédiée. Mais jusqu'à la loi SREN, il y avait une disposition qui permettait, si on avait, enfin voilà, si on avait déjà cet agrément, de ne pas être conduit à avoir en plus la certification santé, dans la mesure où bien sûr il s'agissait de données à caractère personnel de santé.
Donc, la procédure d'agrément qui fonctionne actuellement est une procédure qui a été déconcentrée et simplifiée. Parce que donc dans la procédure qui fonctionnait entre 2009 et puis 2020, c'était le ministère de la Culture qui s'occupait de délivrer les autorisations. Maintenant, ça ne fonctionne plus de la même façon. Ça s'adosse à un dispositif basé sur la certification. Donc, d'une part, une certification pour l'archivage papier qui s'adosse à la norme NFZ 40350, hein, donc qui est dédiée aux prestations d'archivage et de gestion externalisée de documents sur tout support, donc qui correspond à une marque qui s'appelle la NF342. Et pour le numérique, c'est la norme Z42013 qui correspond à la marque NF 461. Donc, en fait, pour obtenir une autorisation donc, de l'État pour conserver des archives publiques et courantes et intermédiaires, il faut, dans un premier temps, avoir l'une ou l'autre, parce qu'il arrive que des opérateurs suivent les deux activités, l'une ou l'autre de ces certificats. Donc, une fois qu'on a ce certificat, eh bien, on peut, grâce à une démarche faite en préfecture, donc que je décris sur la diapo suivante, il suffit d'envoyer, enfin il faut quand même d'abord avoir fait toute sa démarche de certification, faire un courrier à la préfecture du siège de la société, en faisant une demande expliquant quel site et quel dispositif on veut faire autoriser, et on joint le certificat, on joint des données permettant de vérifier l'existence réelle de la société, et on envoie le tout au préfet qui délivre une autorisation sous 4 mois. Hein. Donc, il a un délai de 4 mois pour exprimer sa décision. Si c'est supérieur à 4 mois, ça constitue un refus implicite qui est un petit peu, qui n'est pas le dispositif courant, hein, mais qui a été prévu pour avoir une sécurisation. Donc voilà, donc si à partir du moment où les certificats sont obtenus, c'est une démarche qui est normalement très simple. La demande d'agrément elle-même ne coûte rien, hein, la certification en revanche, c'est un petit peu différent, et s'il n'y a pas de difficulté particulière, la procédure suit son cours très, très simplement, et ensuite l'agrément dure tant que la certification reste valide, mais ça, c'est à la société certifiée de maintenir sa certification. Hein, donc ça, c'est le dispositif qui est prévu. Et donc maintenant, effectivement, la nouveauté, c'est que dans la mesure où il s'agirait de données de santé à caractère personnel, de surcroît, il faut disposer de la certification santé. Voilà ce que je peux expliquer à ce stade. Merci. Donc là, pour revenir sur la partie et la certification HDS des services d'archivage électronique, donc il y a une FAQ qu'on a publiée, je crois que c'était en juin. Nous, on aura un impact, mais alors assez mineur, hein, sur le référentiel HDS V2, où on prévoit en fait une V2.1 qui sera publiée en même temps que le décret HDS dont on a parlé juste avant, où on apportera une précision sur la définition de l'activité 6, sauvegarde des données de santé, en disant qu'elle inclut l'archivage électronique et que ce soit bien stipulé dans le référentiel. En termes de calendrier d'application de cette obligation de certification HDS pour les services d'archivage électronique, donc ça s'applique depuis le 31 juillet 2025 pour les hébergeurs qui créent une activité d'archivage électronique. En revanche, pour pour les hébergeurs qui sont certifiés HDS sur l'activité 6, sauvegarde des données de santé, il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire qu'on ne va pas redemander la certification HDS pour l'activité 6 si vous faites une activité si vous avez une activité d'archivage électronique. Voilà. Et peut-être il y a un point, il faudra peut-être qu'on l'écrit dans le slide, mais il n'y a pas d'ordre entre l'agrément et la certification HDS. C'est-à-dire que pour
avoir une activité de service d'archivage électronique, il faut avoir l'agrément et il faut avoir la certification HDS, mais l'une peut être passée indépendamment de l'autre, quoi. C'est pas, il y a pas de, c'est pas séquencé, quoi. Si vous allez enfin, je le redis autrement pour être sûr que ce soit compris, mais si vous allez à la certification HDS sans l'agrément ou l'inverse, on vous dira rien, quoi. Vous pourrez dérouler l'agrément et la certification en parallèle. Voilà, c'était bien de le préciser. Je n'avais pas d'autres points sur ce sujet. Je vois qu'il y a Pascal Dugénie qui... donc là, il faut qu'on arrive à vous autoriser. Donc là, si vous ouvrez votre micro, normalement, ça devrait fonctionner. Oui, merci de me donner la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, très bien. Oui, alors donc Pascal Dugénie du CINES, donc le Centre informatique national de l'enseignement supérieur. Voilà, j'ai une question par rapport donc à cette démarche donc de certification donc suivie d'un agrément, parce que le CINES est donc agréé archives numériques, donc NF 461 et donc a obtenu l'agrément auprès de la préfecture, comme le décrivait Madame No. Nous avons donc cet agrément depuis 12 mois et nous menons cette année donc la démarche de certification HDS version 2. Alors ma question est de savoir si à partir du moment où on a la NF 461, est-ce qu'il y a dans le référentiel HDS version 2 une partie qui est d'emblée acquise et qui nous éviterait de passer en revue la totalité de l'audit sur tout le référentiel HDS version 2. Voilà, c'est une question peut-être, je ne sais pas si vous avez la réponse à ce type ou si c'est trop technique. Merci de me donner un élément de réponse en tout cas. Je vais me permettre d'intervenir puisque j'ai vu que Baptiste Pin de l'AFNOR a levé la main. Je ne sais pas si c'est pour réagir par rapport à cette question. Je vais lui donner la parole. Voilà, Baptiste, je t'ai donné la parole. Non, j'avais une question différente. Ah, c'est une question différente. Donc, oui, non, alors sinon pour répondre, effectivement, il y a des parties qui sont communes, notamment, alors je crois que c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé donc d'être certifié 27001 dans le cadre de la norme sur l'archivage. Donc, bien évidemment, si vous êtes certifié 27001, donc vous avez, comme pour les autres certifiés 27001, une grosse partie, 80% des exigences du référentiel HDS qui sont déjà couvertes. Mmh. Et les organismes de certification en prennent en compte aussi dans le temps de calcul des audits. Voilà. Quand on avait travaillé un peu en amont là, sur ce sujet, on avait vu qu'effectivement, il y avait des recoupements et c'est sûr qu'en ayant obtenu la certification ISO 27001 et la certification HDS, il y a forcément des cases que vous avez cochées pour l'agrément, quoi. C'est certain. Après, dans le détail, là, déjà, je ne suis pas en capacité de vous faire le détail tout de suite, mais la réponse est oui. Après, on n'a pas aujourd'hui formalisé ces passerelles ou ces équivalences, quoi. Oui, si je peux me permettre, il y a éventuellement une stratégie, enfin, même s'il n'y a pas de rapport de cause à effet et que l'ordre peut être fait comme on le souhaite, il peut y avoir, pour les raisons que vous venez d'évoquer, une certaine stratégie à faire d'abord un parcours qui commence par 27001 pour après s'économiser, ou si je puis dire, ou enfin simplifier les étapes ultérieures. Je ne sais pas si ça répond à votre question en partie, mais probablement.
Oui, merci pour vos réponses. C'est tout à fait, oui. Ça me rassure par rapport à la quantité de travail qui est attendue pour notamment la certification 27001. Je vais donner la parole à Baptiste Pin. Oui, merci, bonjour. Donc moi je m'occupe d'HDS pour Finance Certification. J'avais une question très concrète sur le V2, HDS V2.1 et je voulais savoir si est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'organisme de certification, on aura un nouveau programme de transition à faire et une évolution de l'accréditation du COFRAC? Ou est-ce que c'est de la même manière que ça a été le cas entre la V1.1 et la V2? Alors, il faut qu'on y travaille justement avec le COFRAC, puisque, comme vous l'avez vu, hein, les modifications qui vont être apportées entre les deux versions sont des modifications plutôt de forme. Donc, auparavant, par exemple, les exigences de souveraineté n'étaient portées que par le référentiel de certification. Maintenant, ils sont adossés à un article du Code de la santé publique. Donc, il y aura des références faites à l'article de la santé publique. Donc, nous, il nous paraît inutile d'imposer une transition vers les deux, puisque c'est vraiment des modifications de forme. Donc, il va falloir qu'on trouve une manière de formaliser ça, de manière enfin, en tout cas, c'est notre souhait, de ne pas imposer de transition, et voilà, et qu'il n'y ait pas d'impact aussi ni pour les hébergeurs, ni pour... Mais sur la manière plus opérationnelle de faire cela, voilà, il faut qu'on y travaille. Ok, merci. Il est 11h23. Alors, j'ai récupéré par un intermédiaire, par Philippe Béder exactement, la question de monsieur Pedro Lucas, qui est, sinon peut-être tu peux autoriser Philippe à Béder à prendre la parole, mais la question est, ça porte sur l'activité 5 en fait. Quand pouvons-nous espérer que les certificats HDS V2 indiquant l'activité 5 pour les hébergeurs non éligibles seront modifiés, mis à jour? Alors, j'avoue que là, malheureusement, ça ne me permet pas de comprendre la question. Donc, mais peut-être. Peut-être que je vais donner une réponse plus générale en fait, Vas-y. pour ces Ouais. dysfonctionnements. Donc c'est pour ça aussi qu'on aime intégrer le COFRAC dans le traitement de ces éléments, hein. Pour être complètement transparent avec vous, j'ai demandé au COFRAC de les traiter comme plaintes qui ont été remontées à la fois par le terrain et par l'ANS, pour que ce soit traité avec les organismes certificateurs, donc qui doivent apporter les modifications. Alors, je n'ai plus le délai en tête, mais c'est un délai qui est imposé dans le référentiel d'accréditation. Et effectivement, le risque pour un organisme certificateur, le risque maximal, hein, ça peut être la perte de son accréditation. Alors, évidemment, on ne souhaite pas ça, puisque si un organisme certificateur perd son accréditation, les certificats qu'il a émis tombent également. Voilà, vous voyez le risque vraiment important, donc on essaie plutôt de les inciter à corriger ça au plus vite. Et là, de mémoire, je n'ai plus la date, je sais plus. Voilà, je vous avoue, il faut que je relise le référentiel d'accréditation. Voilà. Merci Frédéric, je n'avais pas saisi que c'était un problème là. Mais c'est suffisamment important pour que ce soit remonté en tant que... Tout à fait. Est-ce il reste encore 5 minutes, je ne sais pas s'il reste d'autres questions ou... Très bien. Je propose qu'on peut clôturer là, Frédéric, si ça te va. Évidemment, remercier tous les participants, remercier Madame Dominique Nault, du ministère de la Culture, et Dora qui sont intervenus, et puis voilà, et du coup clôturer maintenant le point, le webinaire. Et tout ça sera publié sur le site de l'ANS, hein, à la fois en replay, je crois, et les slides. Alors, les slides seront publiés ainsi que le replay. Il y aura un délai pour le replay, voilà, il y a un post-traitement à faire, mais ça sera mis en ligne. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.